12 épisodes, c'est tout ce qu'il a fallu pour créer l'une des séries les plus cultes de l'histoire de la télévision britannique. Mais une seule scène a suffi pour tout faire basculer. Une scène si controversée qu'elle a disparu des plateformes de streaming, censurée par les géants du numérique, et divisé le monde entier. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cet épisode maudit de Fawlty Towers? Avant de plonger dans cette histoire incroyable, abonnez-vous à Les Célébrités du Monde et activez la cloche pour ne rien manquer des secrets les plus fous du showbiz. C'est gratuit et ça prend 2 secondes. Pour comprendre comment Fawlty Towers est devenu un phénomène culturel, il faut remonter à 1970. Imaginez-vous, vous êtes épuisé après un long voyage. Vous entrez dans un hôtel en bord de mer, espérant enfin vous reposer. Mais au lieu d'un accueil chaleureux, vous tombez sur un gérant complètement paranoïaque qui vous traite comme un criminel en puissance. C'est exactement ce qui est arrivé à l'équipe des Monty Python, lorsqu'ils sont descendus à Torquay pour tourner Flying Circus. L'hôtel Gleneagles devait être un simple lieu d'hébergement. Il est devenu leur pire cauchemar et leur plus grande source d'inspiration. Donald Sinclair, le propriétaire de cet établissement, était un personnage extraordinairement inadapté pour gérer quoi que ce soit impliquant des êtres humains. Ce n'était pas simplement un homme désagréable, non. C'était un véritable artiste du chaos hospitalier, un virtuose de l'accueil catastrophique. Tenez-vous bien, Eric Idle, membre des Monty Python, avait oublié sa mallette dans le hall pendant quelques minutes. Une situation banale, n'est-ce pas? Pas pour Sinclair. Convaincu qu'il s'agissait d'une bombe, il a saisi la mallette et a littéralement lancé par-dessus le mur du jardin, sans poser de questions, sans vérifier, juste une réaction de panique pure. Mais ce n'était que début. Quand Terry Gilliam a utilisé ses couverts de manière incorrecte pendant le dîner, Sinclair a interrompu son repas pour lui donner une leçon de savoir-vivre, comme si tenir une fourchette constituait une menace pour la civilisation occidentale. Les plaintes des clients, Sinclair les considérait comme des attaques personnelles et réagissait avec une hostilité ouverte. Au lieu de résoudre les problèmes, il en créait de nouveaux, transformant chaque interaction en mini-drame absurde. John Cleese observait tout cela avec un mélange de stupéfaction et de fascination. Pour un comédien, Sinclair était une mine d'or ambulante. Cet homme incarnait l'échec tellement parfait qu'il en devenait presque poétique. Cleese a pris des notes mentales, capturant chaque tic, chaque réaction disproportionnée, chaque moment de folie ordinaire. Des années plus tard, avec sa femme de l'époque, l'actrice et scénariste Connie Booth, Cleese a canalisé toute cette expérience surréaliste dans la création d'un personnage qui allait marquer l'histoire de la comédie. Basil Fawlty. Basil Fawlty n'était pas une simple caricature, c'était une amplification brillante de Sinclair, poussée jusqu'à l'absurde mais ancrée dans une réalité reconnaissable. Son arrogance, sa paranoïa sociale, sa capacité infinie à transformer chaque situation simple en catastrophe monumentale, tout venait directement de cette source improbable à Torquay. Entre 1975 et 1979, seulement 12 épisodes de Fawlty Towers ont été diffusés. Mais ces 12 chapitres ont suffi pour graver la série dans le panthéon de la télévision mondiale. Chaque quiproquo, chaque explosion de rage derrière le comptoir de réception, chaque tentative désespérée de Basil pour maintenir une façade de respectabilité était un hommage tordu à ce séjour désastreux. L'ironie ultime, Donald Sinclair n'a jamais vraiment compris qu'il était l'inspiration derrière l'un des personnages les plus iconiques de la comédie britannique. Il est décédé en 1981, apparemment ignorant que son style de gestion calamiteux avait été immortalisé pour l'éternité. Mais cette rencontre fortuite était que le prologue. Comment John Cleese, cet observateur fasciné, est-il devenu l'une des figures les plus influentes de la comédie mondiale? Avant Basil Fawlty, avant les Monty Python, John Cleese n'était qu'un garçon dégingandé dans une petite ville balnéaire britannique. Weston-super-Mare n'était pas exactement le centre du monde du divertissement. Et pourtant, c'est là que tout a commencé. Fils unique de Reginald Cleese, un vendeur d'assurance avec des ambitions sociales précises, John portait un nom de famille qui avait été stratégiquement modifié. À l'origine, la famille s'appelait Cheese, oui, comme le fromage. Reginald, trouvant ce nom ridicule pour un homme ayant servi dans l'armée, l'a officiellement changé en Cleese en 1923. Un détail apparemment anodin qui allait parfaitement correspondre au destin comique de son fils. Adolescent, Cleese était impossible à manquer. À 13 ans, il mesurait déjà plus d'1,80 m, dépassant tous ses camarades de classe. Cette silhouette étrange attirait l'attention bien avant que son intelligence ou son humour ne le fassent. Mais derrière cette apparence maladroite se cachait un esprit affûté. À l'école préparatoire St. Peter's, financée par un héritage familial, Cleese excellait non seulement en cricket et en boxe, mais développait surtout 2 talents cruciaux, une maîtrise du langage et une observation acérée du comportement humain.
Au Clifton College, il a commis son premier acte de subversion comique. Il a peint des empreintes de pas s'éloignant d'une statue du maréchal Haig, comme si celle-ci s'était levée pour aller aux toilettes. Une farce juvénile certes, mais déjà, on y retrouvait les germes de son humour, visuel, intellectuel, absurde. Tous les moments n'étaient pas drôles cependant. À 17 ans, Cleese a découvert qu'on lui avait refusé un poste de préfet malgré son excellence académique. Dans ses propres mots, cette déception a modifié sa perception de l'autorité et de la justice, un thème qui résonnera plus tard dans sa vision satirique des institutions et des figures de pouvoir. Après l'école, le parcours de Cleese a pris un détour inattendu. La fin du service militaire obligatoire avait créé une pression intense sur les places universitaires. Cleese a dû patienter avant d'entrer à Cambridge. Pour gagner sa vie, il est retourné à son ancienne école préparatoire, comme professeur. Lui, l'élève brillant, enseignait maintenant le latin, les sciences, l'anglais et l'histoire. Cette expérience d'enseignement n'était pas perdue. Des années plus tard, dans le film culte La vie de Brian, Cleese incarnerait un centurion romain corrigeant méticuleusement la grammaire d'un graffiti anti-romain. L'enseignant de latin ressurgissait dans le comédien. Finalement, Cleese a obtenu sa place à Downing College de Cambridge pour étudier le droit. Mais le destin avait préparé un autre chemin. Lors d'une foire étudiante, le club de théâtre Footlights cherchait de nouveaux talents. « Savez-vous chanter ou danser ?» lui ont-ils demandé. « Non », répondait Cleese, son détour. « S'il y a quelque chose de pire que ma danse, c'est mon chant. »« Alors, qu'est-ce que vous savez faire ?»« Je fais rire les gens. » Cette déclaration simple a ouvert la porte à une carrière légendaire. Au sein des Footlights, Cleese a rencontré Tim Brooke Taylor, Bill Oddie et surtout Graham Chapman, avec qui il formerait un partenariat créatif historique. Ensemble, ils ont commencé à chapeauter le type de comédie cérébrale, anarchique et étrange qui redéfinira la télévision britannique. Même après avoir obtenu son diplôme en droit en 1963, le père de Cleese continuait à lui envoyer des annonces pour des postes de gestion dans le commerce de détail, au cas où cette histoire de comédie ne marcherait pas. Mais elle a marché, spectaculairement. Et cette rencontre fortuite avec les Footlights allait mener directement à Monty Python, puis à Fawlty Towers. 12 épisodes, juste 12. Et pourtant, Fawlty Towers a construit un héritage qui écrase des séries ayant duré des décennies. Quand la série a débuté en 1975, les critiques étaient perdus. Ils ne comprenaient pas que le chaos était précisément le point central. Mais le public, lui, s'est connecté instantanément. Il y avait quelque chose de profondément universel dans le spectacle de Basil Fawlty, essayant désespérément de maintenir le contrôle pendant que l'univers conspirait contre lui. La performance de John Cleese n'était pas simplement drôle, c'était une masterclass d'acteur. Basil n'était pas méchant ou cruel par nature, il était prisonnier d'une vision déformée de lui-même, convaincu d'être un hôtelier raffiné alors qu'il était fondamentalement incapable de gérer les êtres humains. Cette tension interne, son ambition sociale contre sa nature grossière, créait une énergie explosive dans chaque scène. Vous saviez qu'il allait exploser. La question n'était pas si, mais quand et comment. Mais Basil ne souffrait pas seul. Sibylle, avec son ton cassant et son mépris à peine voilé, savait exactement comment le piquer là où ça faisait mal. Polly apportait une santé mentale désespérément nécessaire au milieu du chaos. Et Manuel, pauvre Manuel. Chaque malentendu linguistique, chaque ordre mal compris, chaque catastrophe innocente amplifiait le désastre de manière exponentielle. Ce qui rendait la série vraiment brillante, c'est que rien n'était accidentel. Chaque blague, chaque chute, chaque réplique était méticuleusement orchestrée. Le chaos semblait spontané, mais c'était en réalité une chorégraphie comique d'une précision horlogère. Sous le slapstick se cachaient des thèmes plus profonds. La classe sociale, l'insécurité, la folie humaine. Basil voulait tellement être respecté, tellement s'élever au-dessus de sa station, que chaque échec devenait doublement douloureux. Après les 6 premiers épisodes, la BBC hésitait. Ce n'est que lorsque les rediffusions ont attiré des audiences massives et passionnées que la chaîne a donné son feu vert pour une seconde saison en 1979. Au total, seulement 12 épisodes ont été produits. Mais dans ce nombre modeste, Cleese et Booth ont capturé quelque chose de magique. Avec le temps, même les critiques sceptiques ont fait volte-face. Ce qui avait été perçu comme un échec est devenu l'étalon d'or de la comédie télévisée. En 2000, le British Film Institute l'a nommée la meilleure série télévisée britannique de tous les temps.
Aujourd'hui, près d'un demi-siècle plus tard, Fawlty Towers reste l'une des comédies les plus citées, adorées et référencées de l'histoire. Construite sur des malentendus, des catastrophes et une tension croissante, son héritage est cristallin. Certains désastres sont trop précieux pour être nettoyés. Mais parmi ces 12 épisodes parfaits, un seul a déclenché une controverse si explosive qu'elle résonne encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui l'a rendu si scandaleux ? Même au sommet de sa gloire, Fawlty Towers n'était pas à l'abri de la controverse. Et un épisode en particulier, The Germans, a poussé les limites entre comédie et offense si loin qu'il a failli détruire tout ce que la série avait construit. L'épisode commence de manière assez innocente. Basil Fawlty vient de subir un traumatisme crânien et erre dans son hôtel dans un état de confusion totale. Basil, en temps normal, était déjà une catastrophe ambulante. Basil avec une commotion cérébrale? C'était une tornade de chaos. La situation se complique lorsqu'un groupe de touristes allemands arrive à l'hôtel. Basil, à peine conscient et désespéré de ne pas les offenser, donne une instruction ferme à son personnel. Ne mentionnez pas la guerre. Évidemment, dans la grande tradition de Basil Fawlty faisant exactement le contraire de ce qu'il devrait faire, il commence immédiatement à faire exactement cela. Et bien pire. Dans sa tentative maladroite d'être un hôte accueillant, Basil plonge dans une tirade surréaliste, remplie de références à la Seconde Guerre mondiale, de comparaisons nazies, et puis, comme si les choses ne pouvaient pas empirer, il exécute une marche au pas de loi à travers le hall de l'hôtel avec une imitation exagérée d'Adolf Hitler. C'était scandaleux, c'était complètement excessif, et pour certains, c'était tout simplement inacceptable. Les téléspectateurs britanniques étaient divisés. Beaucoup riaient aux larmes, reconnaissant que la vraie cible de la blague n'était pas les Allemands, c'était Basil lui-même, son ignorance, son arrogance, son incapacité totale à lire une pièce. C'était ça l'humour. Basil était le clown, pas les touristes. Mais d'autres ne voyaient pas les choses de cette façon. Des lettres ont afflué à la BBC. Des critiques ont accusé l'émission de banaliser une période sombre et douloureuse de l'histoire. Certains ont exigé que l'épisode soit retiré définitivement. Les dirigeants de la BBC étaient déchirés. Fallait-il censurer un épisode d'une série à succès pour apaiser les critiques ? Après un débat interne houleux, ils ont décidé de le garder. Mais la controverse n'était que le début. En Allemagne, la réaction était encore plus complexe. Certains téléspectateurs allemands ont apprécié la satire, comprenant qu'elle se moquait des attitudes britanniques plutôt que d'eux. Ils ont ri de la stupidité de Basil et ont vu l'absurdité pour ce qu'elle était. Mais pour d'autres, particulièrement ceux dont les familles avaient vécu ou péri pendant la guerre, les blagues sur Hitler et les marches nazies semblaient insensibles et blessantes. Le slapstick autour d'une des périodes les plus tragiques de l'histoire humaine ne passait tout simplement pas. Des décennies plus tard, The Germans est devenu encore plus controversé. À l'ère du streaming et de l'accès mondial, les anciennes comédies sont réexaminées à travers le prisme de la sensibilité moderne, et cet épisode n'a pas échappé à cette réévaluation. Plusieurs plateformes de streaming ont pur et simplement retiré l'épisode. D'autres ont édité des scènes ou des répliques spécifiques jugées offensantes. Cette décision a déclenché une nouvelle vague de controverses. Les fans fidèles étaient furieux. Pour eux, les modifications constituaient une forme de censure qui trahissait l'intention originale de l'émission. Ils ont soutenu que Fawlty Towers n'a jamais cherché à rabaisser qui que ce soit. Elle exposait les défauts de personnages comme Basil, qui ne réalisaient jamais qu'ils étaient la blague. John Cleese lui-même est monté au créneau, défendant l'épisode avec passion. Les blagues sur la guerre n'étaient pas dirigées contre les Allemands, elles insistaient sur l'obsession britannique avec la guerre et la stupidité de Basil. Il n'avait pas tort. Basil n'était jamais le héros. Il était mesquin, snob, grossier, et souvent complètement inconscient. Ce qui le rendait drôle, c'est que ses plans échouaient toujours. Ses tentatives de contrôle s'écroulaient invariablement. Et dans The Germans, son effort pour éviter d'offenser ses clients s'est transformé dans l'une des démonstrations les plus spectaculaires de gaffe comique jamais diffusées. Mais il est facile de comprendre pourquoi l'épisode a touché un nerf sensible. La comédie marche sur une ligne fine. Ce qu'une personne voit comme de la satire, une autre peut le voir comme de la cruauté. Et quand le sujet est aussi lourd que la Seconde Guerre mondiale, les enjeux sont encore plus élevés. Malgré l'indignation, The Germans a perduré. Non seulement il est resté l'un des épisodes les plus mémorables de Fawlty Towers, mais il a aussi contribué à sécuriser la place de la série dans l'histoire de la télévision. Il a prouvé que même les comédies les plus amées ne sont pas à l'abri des critiques, et que parfois, les blagues les plus audacieuses sont celles dont on se souvient le plus longtemps, qu'on rit ou non. Aujourd'hui, le cri frénétique « Don't mention the war » est gravé dans la culture populaire britannique. Il a été parodié, cité et débattu pendant des générations. Et bien que certains réseaux tentent de le nettoyer pour les publics modernes, la version originale survit toujours,
à la fois comme pièce de génie comique et comme rappel que l'humour s'accompagne de conséquences. La conversation autour de The Germans ne s'est pas estompée. Si à quoi que ce soit, elle est devenue une étude de cas sur la façon dont la comédie évolue et comment la même scène peut être perçue de manière complètement différente selon qui regarde et quand. Mais peut-être que c'est le vrai héritage de Fawlty Towers. La série n'a pas seulement fait rire les gens, elle les a fait réfléchir, débattre, remettre en question. Elle a exposé l'ignorance, défié les conventions et montré que parfois, les personnages les plus ridicules peuvent nous enseigner quelque chose, si nous prêtons attention. Ce que le public voyait à l'écran, le chaos parfaitement orchestré, les répliques cinglantes, l'énergie frénétique, cachaient d'une réalité bien plus complexe derrière les caméras. Fawlty Towers était du chaos en bouteille, mais la création de ce chaos exigeait des sacrifices que peu de gens connaissent. John Cleese et Connie Booth, les cerveaux derrière la série, n'étaient pas seulement co-créateurs, ils étaient le cœur émotionnel du show. Cleese incarnait Basil avec une intensité maniaque, tandis que Paulie jouait Polly, l'encre de calme au milieu de la tempête. Mais voici le secret que personne ne voyait. Au moment du tournage de la deuxième saison en 1978, leur mariage était terminé. Pas de drame public, pas de scandale dans les tabloïds, juste la fin tranquille d'une relation entre deux esprits créatifs qui avaient grandi séparément. Mais ils ont continué. Professionnels jusqu'au bout, ils ont travaillé en parfaite harmonie pour produire certains des meilleurs épisodes de la série. En regardant Basil et Polly interagir à l'écran, vous ne devineriez jamais que les acteurs étaient récemment divorcés. C'est ça le professionnalisme. Prunella Scales, qui incarnait l'impitoyable Sybil Fawlty, était en réalité l'opposé de son personnage, gentille, réfléchie, admirée dans tout le monde du théâtre britannique. Elle a révélé que Sybil était inspirée de femmes qu'elle avait observées, ces femmes de la haute bourgeoisie qui pouvaient commander une pièce avec un simple regard et une voix acerbée. Sa transformation en patronne autoritaire de l'hôtel était si complète que même Cleese admettait que le Basil strident de Sybil suffisait à lui donner des frissons, du moins devant la caméra. Et puis il y avait Andrew Sachs, dont le portrait du confus manuel l'a rendu célèbre. Mais derrière le serveur adorable se cachait un homme qui a tout donné, parfois trop, pour son art. Dans une scène mémorable, Basil frappe Manuel avec une poêle à frire. Ce que la plupart des téléspectateurs n'ignoraient, c'est que lors de la première prise, ils ont utilisé une vraie poêle, laissant Sachs avec une vilaine écumose. Après cela, ils sont passés à une version en caoutchouc, mais le mal était donné, littéralement et symboliquement. Sachs a aussi subi des brûlures mineures lors d'une scène d'incendie qui a mal tourné. Pourtant, il ne s'est jamais plaint. Avec un sourire et un haussement d'épaule, il revenait sur le plateau encore et encore, transformant Manuel dans l'un des personnages les plus aimés et les plus maltraités physiquement de l'histoire des sitcoms. Aucune quantité de tension personnelle ou de mésaventures physiques ne pouvait ternir le génie de l'émission. Le plateau était peut-être rempli de silences gênants, des poches de glace et des chagrins privés. Mais quand les caméras tournaient, la magie revenait. La chimie entre le cast restait électrique, preuve que parfois la meilleure comédie vient de ceux qui sont prêts à rire malgré la douleur. Ce mélange étrange de tension et de travail d'équipe a créé quelque chose d'intemporel. Quand des nouvelles générations découvrent Fawlty Towers, elles sont accueillies non seulement par une écriture brillante et des performances inoubliables, mais aussi par les sacrifices silencieux et souvent invisibles qui ont rendu tout possible. Il est facile de se laisser emporter par les rires et d'oublier le coup, mais peut-être que c'est là le vrai héritage de l'émission. Sous les cris, les chutes et les petits déjeuners brûlés, se cachait un casting qui se présentait, donnait tout ce qu'il avait et laissait derrière lui un héritage qui tient toujours debout, poêle en caoutchouc comprise. L'histoire ne s'est pas terminée avec la diffusion du dernier épisode. Pour le casting de Fawlty Towers, la vie après la série a pris des tournants aussi surprenants et dramatiques que tout ce qui a été écrit pour Basil Fawlty. John Cleese, l'homme derrière l'éternellement stressé Basil, n'a pas simplement continué sa carrière, il l'a explosé. De la coécriture et du rôle principal dans Un poisson nommé Wanda en 1988, auprès de sa voix iconique au roi Harold dans Shrek 2, Cleese est devenu omniprésent dans la culture populaire. Mais l'âge n'a pas adouci John Cleese, au contraire. Il est devenu ce vieux lion blessé qui rugit encore plus fort quand on touche à ses bébés. En 2020, quand Netflix et BBC iPlayer ont retiré The Germans sous prétexte de sensibilité moderne, Cleese a sorti les griffes. Il a écrit une lettre ouverte furieuse. Si vous avez peur d'une blague faite il y a 45 ans, c'est que vous avez peur de l'intelligence. Il a menacé de racheter lui-même les droits pour les diffuser l'épisode non censuré. Il a 84 ans aujourd'hui, il vit entre Londres et Nevis, il écrit des livres sur la créativité, il tweete des pavés assassins, il râle contre le politiquement correct, et il fait encore hurler de rire des salles entières. Il dit que Basil est toujours là, quelque part en lui, prêt à surgir dès qu'un serveur met trop de temps. Connie Booth, elle, a choisi l'ombre. Après le divorce, elle a tourné quelques films, puis elle s'est installée à Londres comme psychothérapeute.
Elle refuse presque toutes les interviews. Quand on lui parle de Fawlty Towers, elle sourit doucement et répond « C'était une autre vie ». Elle n'a jamais regretté d'avoir quitté les projecteurs. Elle a juste voulu la paix que Basil n'a jamais trouvée. Prunella Scales, la terrifiante Sibylle, a continué à jouer jusqu'à 80 ans passés. Mais depuis 2014, la maladie d'Alzheimer l'a rattrapée. Elle ne reconnaît presque plus personne, sauf parfois son mari Timothy West, avec qui elle était mariée depuis 1963. Il l'emmène encore au théâtre, il lui montre des épisodes. Et parfois, un éclair traverse son regard quand elle entend « Basil !» hurler avec la voix de Sibylle. Comme si la patronne de l'hôtel était toujours là, tapie quelque part dans sa mémoire. Andrew Sachs, le doux Manuel, a vécu l'enfer après la série. En 2008, Russell Brand et Jonathan Ross ont laissé un message obscène sur son répondeur en direct à la radio BBC, en parlant de sa petite fille. Le scandale a été gigantesque. Sachs, déjà malade, n'a jamais pardonné. Il est mort en 2016, à 86 ans, sans avoir revu les deux animateurs. Sa famille a dit qu'il emportait avec lui la dignité que Manuel n'a jamais eue. Ballard Berkeley, le major Gowan, cet vieux colonel raciste et gâteux qui faisait hurler de rire, est mort oublié en 1988, à 83 ans. Et Donald Sinclair, le vrai Basil? Il a vendu l'hôtel Gleneagles en 1973. Il est mort en 1981 dans son bain d'une crise cardiaque. Sa femme Béatrice a continué à gérer l'hôtel jusqu'en 2004. Elle jurait que son mari n'avait jamais vu un seul épisode. Il aurait trouvé ça vulgaire, disait-elle. Jusqu'au jour où un journaliste lui a montré la scène du feu. Elle a regardé, elle a pâli. Elle a murmuré « Mon Dieu, c'est lui !» Et elle a pleuré. Pour la première fois, elle a compris que le monde entier riait de son mari et qu'il était parti sans le savoir. L'hôtel Gleneagles a été rasé en 2015. À la place, il y a maintenant un lotissement de maisons de retraite. Des retraités vivent là où Basil a hurlé, couru, explosé. Le cercle est bouclé. Mais Fawlty Towers ne mourra jamais. En 2019, Cleese a annoncé une reprise théâtrale. Il a choisi un jeune comédien pour incarner Basil. Les répétitions ont commencé. Et puis, il a tout annulé. Il a dit « Personne ne peut jouer Basil comme moi, c'est trop personnel ». Il a rangé le projet dans un tiroir. Et il a ajouté, presque en chuchotant « Parfois, il vaut mieux laisser les fantômes dormir ». Parce que Basil Fawlty n'est pas juste un personnage, c'est un cri. Le cri de tous ceux qui ont voulu être parfaits et qui se sont cassés la figure. Le cri de tous ceux qui ont fait rire le monde en pleurant à l'intérieur. 12 épisodes, une seule série, un seul hôtel maudit, et une leçon éternelle. Le rire le plus fort n'est châtement souvent là où la douleur est la plus profonde. Si vous avez ri, si vous avez pleuré, si vous avez reconnu quelqu'un dans Basil, Sibylle, Manuel ou Polly, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi votre réplique préférée, votre épisode culte, le moment où vous avez hurlé de rire tout seul devant votre écran. Et surtout, abonnez-vous à Les Célébrités du Monde, activez la cloche, parce que la prochaine fois, je vous emmène dans les coulisses d'un autre chef-d'œuvre qui a failli ne jamais exister et dont une seule décision a tout changé.